Bonjour à tous et à toutes. On est très content du nombre de personnes intéressées pour ce webinaire. Bienvenue. Donc pour rappel, cette web conférence, elle a lieu dans le cadre de l'animation du MOOC Rénovation performante, les clés de la réhabilitation énergétique. L'organisation de ce webinaire est rendue possible par un financement de l'ADEME. Pour rappel, ce MOOC, vous pouvez le retrouver sur la plateforme MOOC Bâtiment Durable. La plateforme MOOC Bâtiment Durable, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme qui résulte d'une collaboration entre l'ADEME, le plan bâtiment durable et les représentants de l'ensemble de la filière professionnelle du bâtiment. C'est un MOOC qui a été co-construit par l'ASDER et Arcan. Donc, je vais laisser la parole à Samuel pour faire une présentation d'Arcan et je prendrai 2-3 minutes pour présenter l'ASDER ensuite. Samuel, je te laisse la parole. Oui, merci. Donc, rebonjour, un bonjour officiel maintenant à tout le monde, vu que c'est lancé. Arcane, c'est une petite structure associative de professionnels de l'éco-construction qui bossent ensemble pour faire de la veille technique et de la transmission d'informations. Donc, transmission d'informations soit par des articles, soit par des bouquins, soit par un site internet. Donc, tapez associationarcane.com et vous aurez des infos à jour sur les sujets qu'on suit. Et puis, tout un tas de formations. Donc là, je suis pas là pour faire de la pub pour mes formations, mais quand même, voilà, les formations qu'Arcane dispense, on s'efforce qu'elles soient de bonne qualité. Voilà, une petite structure qui travaille au niveau national, aussi un peu à l'étranger, mais on est quand même euh, pas doué en langue, donc on est limité quand même par la langue française. Donc Maroc, Belgique, Suisse, Québec, on a déjà fait. Euh, Pas forcément plus loin, et puis on évite l'avion aussi. Merci Samuel. De mon côté, donc moi je suis Aurélie Fauveau, je suis chargée de projet pédagogique à l'ASDER. Donc l'ASDER, qui on est une structure engagée depuis plus de 40 ans dans la transition énergétique. On est basé à Chambéry, en Savoie. On a la particularité d'agir à travers deux missions qui sont différenciées et complémentaires et qui se traduisent par deux pôles d'activité. Donc, il y a d'abord le service local de l'énergie. Donc, c'est un lieu de référence en Savoie qui a pour vocation donc d'accélérer la transition énergétique à l'échelle du territoire en accompagnant donc toutes sortes de publics, que ce soit des particuliers, des collectivités, des écoles, des copropriétés. Donc, sur ces sujets-là, en allant, donc ces missions vont de la sensibilisation jusqu'à la réalisation de projets territoriaux. Et depuis 2021, le service local de l'énergie porte la mission de service public et est un espace Conseil France Rénov'. Et donc le deuxième pôle d'activité de l'ASDER, c'est l'école du bâtiment durable. Donc on est un centre de formation de référence en France dans le domaine de la rénovation énergétique et de l'éco-construction, avec pour objectif de former les futurs professionnels et les professionnels de la transition énergétique de demain. Et pour cela, on propose deux types de formations. Donc, je vais être assez rapide. On propose d'une part des formations longues pour apprendre un métier ou se reconvertir, donc du CAP au bac+5, sur des métiers qui portent sur l'ensemble de la filière, donc de la mise en œuvre, en passant par le conseil, l'accompagnement ou la coordination de projet. Et on propose également des formations courtes à destination des professionnels pour monter en compétences sur des thématiques particulières en lien avec la rénovation énergétique, les énergies renouvelables, la sobriété et l'éco-construction, bien évidemment. Pour ce qui est de l'organisation de cette web conférence, donc Samuel va vous présenter le lien donc, entre l'humidité et les murs anciens pendant environ 45 minutes. Après, on sera ensemble jusqu'à 13h45, donc au maximum 14h. Pour les questions, je vais vous inviter à les poser dans le chat. Donc moi, j'en prendrai note et à la fin, on aura un temps dédié pour répondre à ces questions. Vous êtes nombreux et nombreuses à vous être connectés. Malheureusement, on ne pourra pas répondre à toutes les questions. Donc, ce qu'on va faire par la suite, on mettra en place un forum sur le MOOC pour répondre aux questions qui n'ont pas pu être résolues. Donc, voilà, on vous invitera à participer activement à ce forum. Vous aurez accès d'ici la semaine prochaine au replay de ce webinaire qui est enregistré. Vous aurez accès au support de Samuel Courget et au lien vers le forum pour répondre à vos différentes questions. Euh, donc voilà, je te laisse la parole. Bienvenue à nouveau dans ce webinaire. Et n'hésitez pas à échanger entre vous sur le chat également.
Ok, donc je vais prendre l'écran, faire le partage d'écran. Hop, hop, zouf. Ouais, parce que je me sers quand même d'image pour présenter mon propos. Est-ce que c'est bon? Oui, là c'est bon. Ok, voilà. Donc, en tout cas, merci à vous toutes et tous d'avoir pris ce temps. Et puis, on a fait une conférence similaire il y a quelques mois, il y a quelques semaines, il n'y a pas très longtemps, dans le cadre du MOOC. Et j'avoue que j'ai été un peu frustré parce qu'il y avait plein d'échanges. Et puis, on a lié une page du forum pour poursuivre ces échanges-là et personne n'est venu tchatcher. Donc, j'ai enregistré que si vous avez envie de poursuivre la conversation qu'on a, de poser des questions que vous avez envie de poser ou que vous n'aurez pas posées sur le chat auquel on n'aura pas posé, ben, il faut venir vous inscrire au MOOC et pour profiter du forum, en tout cas, je pense il y a plein de choses à dire. Vous avez plein de connaissances, de compétences, de questions, de choses comme ça. Donc, si la dynamique, elle peut être suivie dans le temps, j'en serais heureux. Alors, mur ancien et humilité, comprendre pour ne pas commettre d'erreurs. Alors, j'avouais que je faisais des formations, entre autres une sur la problématique de l'humidité. Sur une formation de 7 heures, il y a 3 heures et demie d'introduction avant d'attaquer le mur ancien, et on parle du mur ancien pendant 2 heures. 2 heures, entre 2 et 3 heures. Voilà. Donc, de fait, on ne va pas tout regarder dans le détail, et je vais plus arriver aux conclusions que expliquer l'ensemble des phénomènes. D'accord? Après, on a quand même, suite à ma présentation, on a encore 45 minutes d'échange, donc mettons à profit ce temps. Alors, on va commencer par une petite balade photo. Pourquoi? Avant d'aller dans le dur, voilà, on va se balader pour réaliser que quand même, voilà, il y a encore des erreurs qui sont faites. Alors, on va commencer par le Puy-en-Velay. Donc, voilà, j'avais une conférence au Puy-en-Velay. Je me suis dit, quand même, j'ai jamais visité la ville. Je suis intéressé par Compostelle, tout ça. Je suis allé me promener. Donc là, on voit qu'il y a de la pierre et de la pierre bien posée par rapport à ça. Et puis, c'est une ville comme des dizaines, pour ne pas dire de centaines de villes en France, avec un super patrimoine. Et là, on voit effectivement des murs en pierre, même une allée, je dirais une route qui est en pavé, sans béton en dessous. Donc, on peut penser que par rapport à l'équilibre de l'ensemble, on est proche de la situation originelle, tout ça. Et puis, en se promenant, ben, tous les coups qu'on se promène dans une ville, on voit des choses qui nous font quelque part regretter, faire un peu la grimace par rapport à ça. Et là, vous voyez ce bas de mur, on voit qu'il est un peu plus sombre, tout ça. Et quand on s'approche, qu'est-ce qu'on réalise? Ben, on réalise que c'est des joints en ciment. D'accord? Donc, en joints en ciment, enduit au ciment, c'est vrai que c'est une erreur qui a été faite. Je pense que ça fait 30-40 ans qu'elle se fait plus, mais en tout cas beaucoup plus rarement qu'avant, mais enfin, elle s'est faite pendant bien une cinquantaine d'années. Et donc des joints en ciment, et là on voit que le joint se décolle, d'accord? Donc si jamais on est sur la façade la plus battante, ben, je dirais c'est une infiltration de pluie qui arrive dans le mur par rapport à ça. Et puis on voit, j'allais dire heureusement, ben, les joints en ciment comme les enduits au ciment, tôt ou tard ils sont remerciés, souvent, hein. Voilà, donc là, ça met 10, 20, 30, 40 ans, mais à un moment donné, je dirais, ils sont remerciés, je dirais, il y a le phénomène de gel ou d'humidification à l'intérieur, et c'est surtout le cas quand on voit la photo de gauche, de la partie basse. Donc on peut penser que le joint en ciment sur la majorité de la façade ne pose pas a priori de gêne esthétique, mais sur le bas, on devine que le fait d'avoir sans doute en plus des remontées capillaires fait que ça dysfonctionne doublement par rapport à ça. Donc ici, on a un mur avec des grosses pierres et des petits joints. Donc je dirais on fait la grimace, mais on n'a pas envie de frapper en disant il y a urgence en la demeure. On va se retrouver dans la diapo d'après, dans la photo d'après, dans la même ville. On est toujours au Puy-en-Velay, mais
avec cette fois-ci, non pas des grosses pierres, des petits joints, mais des petites pierres, des gros joints. Et voilà ce que ça donne. Donc un bas de mur dans la même ville, d'accord? Et vous voyez que par rapport à la photo précédente, je dirais, c'est pas le même stress. Là, par exemple, il y a un terme pour cette situation, c'est le déchaussement des bas de mur. Et vous voyez là, hein, je prends mon curseur, vous voyez là, bah, c'est des beaux joints qui avaient été ferrés. Bon, ça se fait plus guère maintenant, donc on peut penser que ça, il y a au moins 30, 40 ou 50 ans, mais vous voyez quand ils partent, je dirais, le mur se creuse. On est toujours dans la même ville, avec un phénomène qui fait encore plus stresser quand on passe à côté en disant waouh, il va falloir qu'ils interviennent. Et là, c'est pas une erreur de mortier ou d'enduit, parce que les enduits, là, c'était un enduit à la chaux, un vieil enduit à la chaux, c'est simplement la chaussée qui est en pente et en contre-pente sur le mur. C'est-à-dire, grosso modo, quand il pleut, l'eau de ruissellement s'engouffre dans le mur. Donc vous voyez, c'est le même phénomène d'échaussement du bas de mur, mais pas la même explication, donc pas la même réponse technique par rapport à ça. Alors, on est toujours là au Puy-en-Velay avec un enduit qui semble adapté, en tout cas qui me semble tout à fait adapté. C'est un enduit à la chaux, là, un enduit à joint beurré assez généreux par rapport à ça. Et je ne sais pas si vous voyez, il y a une petite différence, une petite ombre là. La partie basse est particulièrement claire. Après, vous avez une partie un peu plus sombre et la couleur originelle est celle du dessus. Et ici, on a des remontées capillaires. La partie sombre fait partie du maximum d'humidification qu'on peut avoir avec les remontées capillaires sur ce mur-là. Mais dans la partie basse, je fais un gros plan là, eh bien ici, si vous grattez un petit peu, l'enduit chaud, qui est adapté à ce type de mur, part en poussière. Il a perdu de sa cohésion. Qu'est-ce qui se passe? Ben, avec les remontées capillaires, souvent on a des sels. Et on peut avoir le sel le plus connu, c'est le salpêtre, qui peut être impressionnant esthétiquement, mais qui ne pose pas préjudice particulier, contrairement à d'autres sels qui sont expansifs. Là, c'est le cas. C'est-à-dire que les remontées capillaires véhiculent des sels, les remontées capillaires s'évaporent dans les derniers centimètres de l'enduit, et là où l'eau s'évapore, le sel gonfle et donc déstructure l'enduit. Donc ça fait partie des choses qu'on a. Alors, pourquoi? Peut-être que la chaussée n'est pas génialement vue, peut-être qu'il y a des fuites d'eau quelque part, peut-être que ça vient de ce qui se passe à l'intérieur. Je n'ai pas fait d'expertise, j'étais en train de me promener avec mon appareil photo au Puy-en-Velay. C'est entre autres parce que la partie la plus sollicitée du mur ancien, c'est le bas de mur, qu'on a souvent un choix d'appareillage différent pour la partie basse. Et là, par exemple, c'est une photo que j'ai prise à Amboise, où on a du tuffeau, donc un calcaire tendre, assez sensible à l'eau, et assez facilement gélif. Et bien là, il y a la culture de ne pas mettre cette pierre tout près du sol. On a une pierre plus dure, avec très peu de joints, qui gère l'interface entre le sol qui est potentiellement humide et puis le reste du mur qu'on veut pérenne, donc protégé. Je reviens ici au Puy-en-Velay avec la cour du conseil départemental de Haute-Loire. Et là, on voit par exemple trois murs différents alors qu'on a toujours la même pierre et le même mortier de mise en œuvre de la maçonnerie, un mortier à la chaux. Eh bien, il y a un mur à droite, là, on a de la pierre appareillée. Eh bien, excepté les calcaires très tendres, comme le tuffeau que j'ai présenté dans la diapo d'avant, eh bien, enregistrez que la majorité des pierres de France est plutôt peu ouverte à la vapeur d'eau et peu capillaire. C'est-à-dire que ce mur-là de droite, grosso modo, il fonctionne un peu comme un mur en béton. Les autres murs, donc le mur de la tour centrale par exemple, là on a un joint avec pas mal de nez de pierre encore visibles. Eh bien là, ce mur est ouvert à la vapeur d'eau et capillaire, c'est-à-dire qu'il permet le déplacement de l'eau sous forme liquide ou vapeur, mais ça vient pas de la pierre, ça vient du mortier. D'accord?
Et puis ici, on a, dans le bâtiment de gauche, on a des joints beurrés. Donc enregistré que euh, ce mur en joint beurré est plus protégé de la pluie que celui de la tour, et il sèche plus facilement que celui de la tour. Mais il y a mieux encore pour protéger un mur, c'est de l'enduire. Donc là, on est toujours dans la même cour, sauf qu'on est dans un autre angle. Voilà, et puis un petit pense-bête pour réaliser, hein. Là, vous avez le gros plan sur euh, l'enduit sur pierre. Eh bien, si vous avez seulement le joint, ben, toutes les connexions entre joint et pierre sont des fragilités par rapport à l'imperméabilité à la pluie. D'accord? Alors qu'un enduit, il est continu, donc il protège beaucoup mieux. Et puis, quand vous avez un enduit, ben, vous augmentez la surface d'assèchement potentiel du mur. Donc, un mur en pierre est beaucoup mieux protégé de la pluie et sèche plus facilement s'il est enduit que si il est à pierre apparente. Alors, par rapport à ça, on revient sur des enduits qui se décollent, et là, effectivement, il y a eu beaucoup de dégâts faits avec les enduits ciment sur un support pierre, et pourtant, le ciment, c'est solide. Et tout est relatif et tout dépend de ce qu'on appelle solide. En tout cas, pour un enduit, on veut quelque chose d'imperméable à la pluie, quelque chose de souple, de telle façon à ce qu'il n'y ait pas de fissures, en tout cas de grosses fissures. La micro-fissure pose pas forcément de problème. Et là, alors, je me suis dit, tiens, j'ai mis une petite diapo là. C'est une photo que j'avais prise depuis le bus dans un voyage en Slovaquie en 96-97, où il y a de la pub pour le ciment. Voilà, donc j'ai pas pu m'empêcher de la mettre. Là, dans la tête, dans notre inconscient collectif, le ciment, c'est costaud, ça résiste à tout. Ben, peut-être pas pour faire des enduits sur le bâti ancien, en tout cas. Je reviens à mon enduit qui cloque là. Ben, des fois, mon enduit ciment, il colle vachement bien. Et, et la partie fragile, c'est pas l'interface entre mon mur support et mon enduit. Et donc, c'est le cas, par exemple, du mâche-fer, où la cohésion interne du mâche-fer est moins solide que la cohésion entre l'enduit et mon mâche-fer. C'est-à-dire que quand vous avez un enduit ciment qui est remercié sur du mâche-fer, il part avec 2-3 cm de mâche-fer. Et puis, des fois, c'est l'enduit qui gagne. Voilà. Si c'est l'enduit qui gagne, eh bien, c'est le mur qui perd. D'accord? Heureusement, ça c'est une photo de l'AQC, l'ensemble des autres photos sont de moi. Ça c'est une photo de l'AQC. L'agence qualité construction estime qu'il y a plusieurs dizaines de murs en pisé qui se cassent la figure. Donc c'est pas par an, c'est pas énorme par rapport au potentiel, par rapport à l'importance du parc en pisé, mais effectivement, là, on devine qu'il y a plusieurs erreurs de fait. Je dirais, il y a déjà la première, je dirais, grosse erreur, c'est un enduit ciment qui empêche l'assèchement du mur côté extérieur. On a une ITI, mais une ITI sans étanchéité à l'air, avec des ponts thermiques, du haut-rail, tout ça. Donc quand vous additionnez ça, plus ça, plus ça, ben, je dirais, vous avez un mur qui s'humidifie, qui ne peut pas sécher, et dans les cas extrêmes, qui arrive à la perte du mur. Donc j'arrive à une dernière diapo avant d'attaquer la présentation technique de l'ensemble. Euh, je viens de parler des enduits ciment. Les enduits ciment, ils sont ouverts à la vapeur d'eau, mais ils sont peu capillaires. D'accord? Donc le problème, c'est que l'eau qui est dans le mur, elle ne peut pas rejoindre le parement extérieur, elle est bloquée derrière mon enduit. D'accord? Il y a pire. Pire, c'est quoi? C'est des peintures d'étanchéité. Et donc là, on se retrouve au Puy-en-Velay. Vous avez une peinture d'étanchéité, c'est costaud une peinture d'étanchéité. Une peinture d'étanchéité qui a été faite sur un enduit à la chaux, d'accord? Donc vu que c'est costaud, ça tient, ça tient, ça tient. Et quand la peinture d'étanchéité cède, eh bien, il y a longtemps que la cohésion de mon enduit derrière n'existe plus. Donc là, si vous grattez un petit peu votre enduit à la chaux, il part en poussière parce qu'effectivement, il y a eu la phase gel-dégel avant que la peinture ne cède. On a la même chose, là, une photo prise en Belgique avec une peinture épaisse d'étanchéité sur un mur en brique.
ben, le mur en brique, il s'humidifie l'hiver, et la peinture, elle tient, et il y a plusieurs hivers, et avec la phase gel-dégel. Voilà. Et puis des fois, il n'y a pas forcément d'erreur de fait, et là, c'est un phénomène qu'on a sur certaines pierres, majoritairement les calcaires, parce qu'il y a une couche de calcin qui se met qui se forme quand on met la pierre neuve en œuvre, tout ça. Et là, on parle de desquamation de la pierre. Je dirais, c'est la pierre qui perd sa peau. Tout ça en grosse introduction pour vous dire, ben, j'ai assurément un savoir-faire, c'est perdu. Donc on va regarder ce qu'il en est, et puis un petit rappel avant de revenir vraiment sur le mur ancien, un rappel sur les sources d'humidité dans le bâtiment. Eh bien, les sources d'humidité dans le bâtiment, c'est la pluie, c'est les remontées capillaires, c'est l'eau contenue dans les matériaux, donc là on est directement lié à la phase chantier, où il y a des temps de minimum de séchage à respecter, des choses comme ça, les risques d'inondation et d'accidents domestiques, et la problématique de la vapeur d'eau. Alors, sur ces quatre sujets, sur ces cinq sujets, il y en a quatre sur lesquels, grosso modo, on maîtrise la chose. D'accord? Et on va parler, nous, principalement, de la pluie, des remontées capillaires, de la problématique de vapeur d'eau. Voilà, s'il y a des questions sur les deux autres, OK. Mais en tout cas, il y a un sujet sur lequel il y a plein de questions, c'est la problématique de la vapeur d'eau. C'est le sujet potentiellement le moins dramatique. D'accord? Mais bon, il a maîtrisé comme les autres. En tout cas, c'est pas d'abord ça qui fait tomber un mur. Le mur en pisé de tout à l'heure, il y avait sans doute en plus des remontées capillaires. Voilà. Donc, il y a des thématiques et vous allez comprendre pourquoi la problématique de la vapeur d'eau, c'est une problématique nouvelle. On va le découvrir dans 3 minutes. Donc, sur la pluie, les remontées capillaires, l'eau contenue dans les matériaux, l'inondation, accident domestique, grosso modo, même si la charpentière couvreuse zingueur de maintenant ne travaille pas exactement comme son père, qui lui ne travaillait pas comme son père à lui, d'accord? Grosso modo, les principes sont les mêmes. Le maçon, même si la maçonne ou le maçon actuel ne travaille pas exactement comme son père, qui travaillait pas exactement comme son père, mais grosso modo, les principes sont les mêmes. D'accord? Donc il n'y a pas eu de révolution, il y a simplement une évolution sur les matériaux, sur les savoir-faire, les choses comme ça, sur les quatre premiers, alors que le sujet 5, c'est vraiment une situation particulière. On va en parler là. Mais faire un focus sur ce sujet-là, ben, voilà, j'ai décidé en 2025 de faire deux grosses conférences sur l'humidité pour amener les clés, pour amener un peu ce que j'ai intégré au bout de 30-35 ans à m'intéresser à ces sujets-là. Donc enregistré pour celles et ceux qui veulent un focus spécifique sur la vapeur d'eau, eh bien, je donnerai une conférence le 30 septembre et vous irez sur le PDF pour télécharger ici, vous cliquez là-dessus et vous pourrez vous inscrire à la conférence qui est complémentaire à celle-ci. Allez, on revient sur notre mur ancien. Et le mur ancien, qu'est-ce qu'il a à gérer? Ben, le mur ancien, déjà l'hiver, il est l'objet d'un flux de vapeur d'eau qui cherche à le traverser. Et il se trouve que ce flux de vapeur d'eau, la probabilité pour qu'une partie condense dans sa partie froide du mur est importante. Ça, c'est le cas de toutes les parois d'enveloppe du bâtiment. Après, certains bas de mur sont sujets à des remontées capillaires. Ça ne concerne pas le bâti, je dirais, construit depuis 80 ans, parce que depuis 80 ans, grosso modo, on maîtrise bien le béton, on maîtrise bien les systèmes de rupture capillaire radicale. Donc ça, c'est vraiment le bâti construit jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, avant la Deuxième Guerre mondiale, qui a potentiellement des remontées capillaires, c'est loin d'être toujours le cas, d'accord? Et sur un mur de 4 étages, ça ne concerne que la première partie du rez-de-chaussée. Vous pouvez avoir des murs qui ne sont pas totalement imperméables à la pluie. Vous allez me dire, bah, il n'y a qu'à faire un bon enduit. Bah, des fois, pour des raisons patrimoniales, vous n'avez pas la possibilité de faire un enduit. D'accord? Il ne vous est pas autorisé de faire un enduit. Ou bien s'il y a des maçons, architectes, maîtres d'œuvre autour de la table, déjà si le client il a le coup de foudre avec la maison parce qu'elle a des pierres apparentes sur l'extérieur, je dirais, vous allez leur expliquer que le mur, il est plus protégé, il sèche plus s'il a un enduit. La personne va vous regarder en vous disant, vous êtes gentil, mais moi,
j'ai acheté cette baraque parce qu'elle a des pierres apparentes et je veux garder les pierres apparentes. Donc il faudra gérer cette réalité-là. Et puis, il y a beaucoup de murs anciens qui ont des matériaux sensibles à l'eau, ce qui n'est pas le cas de la majorité des murs contemporains. Et puis, on ne connaît pas toujours précisément la constitution du mur ainsi que le comportement de ces matériaux. Voilà, donc c'est l'ensemble de ces points-là qui fait que le mur ancien est spécifique à appréhender. Alors, on va regarder maintenant le fonctionnement du mur ancien, parce que force est de constater que les personnes, les professionnels du bâtiment qui nous ont précédés savaient construire un mur qui était pérenne dans le temps. D'accord? Donc on va regarder le mur ancien dans son jus et on va essayer de comprendre pourquoi il fonctionnait. Ben, premièrement, quand on construisait un mur, on le protégeait de la pluie. Donc, soit par des enduits, le haut du mur était protégé par le système de la couverture, un avant-toit si nécessaire, par un auvent si nécessaire, etc. Le bas de mur était géré souvent de manière un peu différente que la partie en évolution, tout ça. Donc, quelque part, il y avait de toute évidence une bonne protection à la pluie. C'est une des 5 sources d'humidité qu'on a repérées tout à l'heure. Et puis, le mur ancien était géré et le sol au pied du mur ancien était géré pour qu'il n'y ait pas trop de remontées capillaires. On ne savait pas forcément partout en France faire des ruptures capillaires radicales, mais en tout cas, le mur ancien dans son jus était géré pour ne pas être l'objet de remontées capillaires importantes. On jouait avec la pente du terrain. Si on avait un sol qui n'était pas percolant du tout, on avait des drains, etc., etc. Donc il y a un savoir-faire qui fait que le mur ancien, il est quand même protégé de la pluie, bien protégé de la pluie, et il est géré pour qu'il n'y ait pas trop de remontée capillaire. Et puis, on le voit avec les petites flèches là qui apparaissent, ben, mon mur, il s'humidifiait, mais il avait la capacité de sécher. Et donc, j'arrive à cette conclusion-là un peu. Sauf exception, le mur ancien permet le déplacement de l'humidité, eau et vapeur en son sein. Sauf exception, parce qu'on trouvera toujours des exceptions, et c'est le cas, entre autres, avec des murs de pierre appareillée durs, entre autres le granit, mais le calcaire très dur également. Voilà. Il y a un concept qui parle de ce fonctionnement, c'est-à-dire une paroi qui en elle-même est capable de gérer l'humidification dont elle est l'objet sans que ça porte à préjudice. Donc, généralement, c'est parce qu'elle est plutôt très ouverte à la vapeur d'eau et qu'elle permet une continuité capillaire de telle façon à ce que si mon mur il est humide, eh bien, les petites gouttelettes d'eau ne sont pas enfermées dans la paroi, rejoignent le parement, généralement extérieur, pour s'évaporer. Donc, c'est la définition de paroi perspirante. Sur, si pour celles et ceux qui téléchargeront le PDF, vous cliquez, voilà, il y a plein il y a une cinquantaine de points, si vous voulez aller plus loin, où il y a la possibilité de cliquer pour avoir des informations complémentaires. Alors, si le mur ancien, il fonctionnait, c'est aussi parce que dans le bâti ancien, l'air était fortement renouvelé. Et ça, sans VMC. Mais pourquoi l'air était fortement renouvelé? Ben, c'est simplement en lien avec le système de chauffage. Dans le bâti ancien, dans la période froide, c'est-à-dire la saison où les portes et les fenêtres sont fermées, eh bien, on faisait du feu. Et partout où vous aviez une cheminée, qui ensuite ont été remplacés par des poêles à bois, poêles à charbon, poêles à pétrole, poêles à fioul, poêles à gaz, peu importe, j'additionne, mais partout où vous aviez ce système de chauffage, eh bien, pour qu'il y ait combustion, ben, le système de chauffage aspire de l'air de l'espace de vie et l'envoie à longueur de journée par la cheminée dehors. Et parallèlement, les menuiseries, portes et fenêtres n'étaient pas étanches à l'air. Donc à partir du moment où l'air intérieur est mis en forte dépression et part par les cheminées, ben, je dirais l'air neuf rentrant rentre par les menuiseries. C'est-à-dire que dans le bâti ancien, l'air intérieur est fortement renouvelé. Voilà. Donc il faut bien le réaliser. Et il faut bien réaliser qu'il y a une grosse erreur qu'on a faite
dans les années à partir du milieu du XXe siècle, c'est qu'on a installé le chauffage central c'est-à-dire qu'on enlève le système qui faisait que l'air intérieur était fortement renouvelé, sans trouver une solution technique qui renouvelle cet air intérieur. D'accord? Donc, si on a besoin, dans le bâti ancien, de mettre un système de renouvellement d'air spécifique. Je ne vais pas présenter les différents systèmes de VMC, ventilation naturelle, tout ça. Je ne rentre pas dans le détail, mais dans le bâti ancien, comme dans tous les bâtis, on a besoin d'un renouvellement régulier de l'air intérieur. Et si le système de chauffage ne le fait plus, ce qui est le cas de 100% des systèmes de chauffage centraux, d'accord, eh bien, il faut trouver une solution autre. En tout cas, dans le bâti ancien, originellement, l'air intérieur était fortement renouvelé. Les parois opaques sont relativement étanches à l'air. On nous parle d'étanchéité à l'air. Ben, dans le bâti ancien, on avait le souci de l'étanchéité à l'air des parois opaques. C'est les enduits intérieurs qui faisaient le job et on avait des plaintes, des couvre-joints, des moulures. Les gens disent la moulure c'est fait pour faire beau. Je ne connais pas d'investissement spécifique, d'action spécifique qui coûte du temps et de l'argent, qui ont sur l'habitat vernaculaire que pour objectif de faire beau. Hein. La moulure, c'est entre autres pour cacher la fissure qu'on risque d'avoir entre ma cloison et mon plafond. D'accord? Donc il y avait une logique d'ensemble par rapport à ça. Les vitrages simples représentent une première zone de condensation privilégiée, une zone de condensation privilégiée. D'accord? Quand il faisait froid dehors et qu'il y avait un moment avec beaucoup de vapeur d'eau produite à l'intérieur et que le renouvellement d'air par la cheminée suffisait pas, eh bien, cette vapeur d'eau n'allait pas humidifier le mur puisqu'elle se collait déjà à la fenêtre simple vitrage. Et vous avez beaucoup de fenêtres simple vitrage qui ont une petite rainure en dessous, rainure dans la partie basse et qu'on voit ça dehors. D'accord? Donc la fenêtre simple vitrage était vitale. L'ancienne fenêtre, justement, était vitale pour la durabilité, pour la qualité de l'air intérieur et pour la durabilité du mur ancien. Et je rappelle, hein, sachant qu'en premier lieu, la protection à la pluie est effective et le pourtour du bâtiment est adapté. Donc ça, c'est le bâtiment dans son jus, le mur dans son jus originel, sauf que pour limiter, je dirais, dans le cadre d'une réhabilitation, on va être très tenté d'isoler la très grande majorité des murs anciens. Voilà. Et je dirais, sauf exception, pour moi, qui m'intéresse quand même de près au bâti ancien et avec une loupe de thermicien qui est très sensible au patrimoine et qui cherche à voir comment les phénomènes complexes se passent, ouvertement, je pense que 95% des murs anciens gagnent à être isolés. Voilà. Donc la grande majorité des murs anciens va être isolée. Donc on va se poser la question, quoi faire pour isoler ce mur et qu'il continue à être pérenne? Donc là, il va y avoir 6 diapos qui sont logiques, me semble-t-il, qui sont plus du bon sens quand on connaît un peu tous ces sujets-là. Et c'est une chose que je n'ai pas dit tout à l'heure, si vous avez des questions, vous pouvez éventuellement repérer le numéro de la diapo, puisque dans nos échanges tout à l'heure, je pourrais éventuellement revenir sur la diapo en question. Donc, première chose, si vous voulez que votre mur continue à être pérenne, il faut installer un système de renouvellement régulier de l'air intérieur. Je ne rentre pas dans un échange sur les techniques possibles pour ce faire, mais il faut qu'il y ait un renouvellement régulier de l'air intérieur. Voilà. D'ailleurs, il le faut pour que l'air soit sain. D'accord? Mais il le faut aussi pour qu'il ne soit pas trop chargé en humidité et donc qu'il y ait trop d'humidité qui vienne, de vapeur d'eau qui rentre dans les parois d'enveloppe, dont le mur ancien. Et puis, dans le cas d'une ITI, il faut réaliser une étanchéité à l'air côté chaud ou dans le tiers chaud du mur. D'accord? Donc, si vous faites une isolation par l'intérieur, il faut cette étanchéité à l'air qu'on a dans le mur ancien, mais au niveau du parement intérieur, d'accord? Il faut la déporter côté chaud de l'isolation ou dans le tiers chaud de la paroi par rapport à ça. Donc, ça, c'est des principes de base qui étaient respectés, qu'il faut continuer à respecter même après une réhabilitation. On ne nous parle pas d'étanchéité à l'air ou de membrane, tout ça en ITE, en isolation par l'extérieur, parce qu'en isolation par l'extérieur, cette protection nécessaire côté chaud de la paroi, elle est faite par le mur lui-même. Hein, c'est pour ça qu'en ITE, on ne nous demande pas de faire
de mettre des membranes ou des choses comme ça. On part du principe que c'est le mur qui est côté chaud de la paroi qui fait cette protection nécessaire. Point 2, 2 de 6, on va voir côté extérieur. Alors déjà, il faut une protection à pluie, soit faite par l'enduit, soit faite par le mur lui-même, d'accord? Mais il faut effectivement que l'humidité qui arrive par la pluie ne vienne pas côté intérieur. Si jamais vous avez un système qui incorpore un pare-pluie, donc ça peut être un bardage ventilé avec un pare-pluie entre la lame de ventilation de votre bardage et votre isolant, eh bien il faut absolument que ce pare-pluie soit très ouvert à la vapeur d'eau. Généralement, il n'y a pas d'erreur puisque ça fait là-dessus, puisque ça fait 60 ans qu'on fait de l'isolation et ça fait donc 60 ans que les pare-pluis sont par définition très très ouverts à la vapeur d'eau. Dans le cas d'enduit, les choisir ouverts à la vapeur et capillaires. Donc il faut qu'ils soient ouverts à la vapeur, mais aussi capillaires, parce qu'il faut que les petites gouttes qui sont à l'intérieur de la matière puissent rejoindre le parement. Et si l'enduit, comme un enduit ciment, ouvert à la vapeur mais pas capillaire, ces petites gouttes se trouvent coincées côté intérieur de l'enduit ciment. Il faut qu'elles puissent atteindre le parement extérieur. Et puis sur le bâti ancien, alors j'ai pas la preuve intrinsèque de ça, mais c'est une précaution que beaucoup s'imposent. Euh, ils déconseillent formellement les matériaux fermés à la vapeur d'eau en ITE. Donc, entre autres, pas de polystyrène en ITE sur le bâti ancien, si je retiens cette dernière ligne. 3 de 6. Donc, vous voyez, je passe vite, hein, mais on a trois quarts d'heure d'échange après. On a la possibilité donc de revenir sur tous ces points-là. Côté intérieur. Alors, côté intérieur, donc là, beaucoup d'écrits. On a le temps, je les laisse quelques moments. Il faut plutôt empêcher, c'est plutôt bien vu d'empêcher la vapeur d'eau de rentrer dans le mur, mais il faut absolument que si le mur est particulièrement humide, qu'il puisse s'assécher côté intérieur. D'accord? Donc, côté intérieur, si on met des matériaux dans le cadre d'une réhabilitation, et c'est le cas, par exemple, si on fait une isolation intérieure, d'accord? Eh bien, les matériaux qu'on va rajouter, il faudra qu'ils permettent toujours un assèchement du mur côté intérieur. On a vu le côté extérieur tout à l'heure, il le faut aussi, mais côté intérieur, il le faut également. Donc, par rapport à ça, ça signifie qu'il faut éviter les isolants fermés à la vapeur en ITI, de murs anciens. Donc là, ouvertement, pas de polystyrène, pas de polyuréthane, mais qui ont déjà été grillés parce qu'ils étaient trop dangereux en cas d'incendie. Mais en l'occurrence, si on n'est pas au courant de ce risque-là d'incendie, ben, on ne va pas le mettre pour des risques liés à la gestion d'humidité. Et puis, si par hasard, dans votre concept, on vous demande de mettre une membrane, ce qui n'est pas le cas de toutes les ITI, hein, mais si jamais dans le concept de l'ITI, on vous demande de mettre une membrane, mais n'utilisez pas des membranes trop fermées à la vapeur. Donc, c'est les membranes hygrovariables, ça veut dire qu'elle s'ouvre s'il y a besoin d'un assèchement, d'accord? Ou la membrane orientée, donc c'est un produit suisse, Magerex pour pas la citer, qui est fermée dans un sens, ouverte dans l'autre. Voilà. Donc vous comprenez que l'objectif, c'est de permettre un assèchement. Je reste sur cette diapo 3 de 6 et je vous dis si la grande majorité des textes de référence, les DTU, les normes, les règles pro, sont à jour de ce sujet humidité, ce n'est pas le cas de la majorité des avis techniques qui parlent d'ITI. Donc là, c'est absurde, mais c'est comme ça. Vous avez encore des avis techniques qui proposent en solution de base des pare-vapeurs très fermés, alors qu'on sait que des membranes qui sont quand même arrivées sur le marché européen il y a 30 ans, sur le marché français il y a 20 ans, on sait que ces membranes permettent des parois beaucoup plus robustes. D'accord? Donc il y a des anachronismes comme ça, ben, c'est comme ça. Voilà. Je n'ai pas le plaisir d'être dans le GS20 qui gère les avis techniques et je n'ai pas d'explication au fait qu'il reste avec une approche technique qu'on avait il y a 20-30 ans et qui est complètement dépassée. Quatrième bulle, partie enterrée et zone de rejaillissement. Donc là, on va souvent chercher à descendre l'isolant plus bas que terre
d'accord, donc dans la partie enterrée. Et puis en extérieur, dans la zone de rejaillissement, qui est particulièrement agressée, c'est les 15, 20, 25 premiers centimètres de mon mur, plus si je suis en montagne avec des risques de neige, eh bien là, je vais avoir tendance à mettre des matériaux très peu sensibles à l'eau et non capillaires pour pas qu'ils pompent la flotte du bas et qu'ils l'emmènent plus haut. D'accord? Donc là, en choix de matériaux isolants, par exemple, vous n'avez pas le choix entre beaucoup, hein. C'est soit certains polystyrènes, soit certains polyuréthanes, soit du verre cellulaire, soit, si vous êtes dans une dynamique d'approche globale, environnementale globale, ce sera du liège expansé. Et la bulle, je l'avais arrêtée là jusqu'au jour où je me suis fait tirer les oreilles par des maçons qui ont d'autres solutions. Donc j'ai rajouté ça. Effectivement, il y a des maçons qui ont d'autres solutions. C'est des isolations capillaires, dont on parlera, que je citerai tout à l'heure, mais il faut qu'elles soient ventilées, c'est-à-dire qu'il y a un blocage de cailloux devant, d'accord? Et il faut absolument qu'il n'y ait aucune infiltration d'eau qui vienne sur cet isolant-là. Donc il faut une super protection côté extérieur. La cinquième euh, diapo de 6 là, c'est pour les bas de mur. Alors, vous êtes dans le habitat ancien, si vous n'avez pas de remontée capillaire, cool. Si vous avez des remontées capillaires, il faut en tenir compte. Voilà, parce que la très très grande majorité des systèmes d'isolation ne va pas sur les parties de mur soumis aux remontées capillaires. Donc par rapport à ça, ben, on va prendre un peu de recul et on va se dire, tiens, si j'ai des remontées capillaires, c'est parce que le sol au pied de mon mur est humide. Donc la première chose à faire, c'est pourquoi le sol est-il humide? Et ben, si je vois pourquoi il est humide, ben, je vais tout faire pour qu'il ne soit plus. D'accord? Et puis, il y a une deuxième réflexion à avoir. On va tout faire pour que la partie basse du mur, pas forcément la partie enterrée, à voir aussi, mais pas forcément la partie enterrée, la partie de soubassement, mais la partie basse quand même, le reste de la partie basse du mur, on va tout faire pour que le mur s'y assèche facilement. Et on estime que dans 80% des cas, il n'y a plus de problème avec les remontées capillaires. D'accord? Mais dans certains cas, parce qu'on n'a pas compris d'où ça venait, on n'a pas compris pourquoi le mur pompait tant, d'accord? Et ou bien je suis en ville avec plein de contraintes et je ne peux pas faire les travaux qui permettraient de calmer ces remontées capillaires, eh bien on estime que dans à peu près 20% des cas, on, on est quelque part tributaire d'une- d'une entreprise spécialisée dans la gestion des remontées capillaires qui va faire soit des injections de résine, soit de l'assèchement électronique, soit des systèmes d'osmose inverse. Dans les systèmes d'osmose inverse, vous en avez quatre. Voilà, je ne rentre pas dans le détail, mais vous comprenez que vous avez des remontées capillaires. Il ne faut pas d'abord téléphoner à une entreprise qui propose des solutions techniques. Il faut déjà essayer de retrouver l'équilibre originel, parce qu'en retrouvant une situation proche de la situation originelle, il y a de grandes chances qu'il y ait plus de problèmes par rapport à ça. Et puis la dernière diapo, donc j'ai vu l'heure qui passe, Aurélie. La dernière diapo de ces conditions-là, mais on pourra revenir là-dessus, hein, elle n'est pas spécifique aux murs fragiles. Elle n'est pas spécifique aux murs anciens. Elle est spécifique aux murs sensibles à l'eau. D'accord? Et le mur majoritaire en France, mur en pierre ourdé au mortier de chaux, n'est pas un mur particulièrement sensible à l'eau. C'est quoi un mur sensible à l'eau? Ben, c'est un mur qui comporte des matériaux putrescibles, des matériaux oxydables, des matériaux gélifs qui gèlent, qui sont sensibles au gel, ou des matériaux, les murs qui ont de la terre crue avec un rôle structurel. D'accord? Donc si jamais vous avez un mur qui a une de ces fragilités-là, d'accord? Eh bien là, bon, il faut faire un diagnostic humidité complet pour comprendre le fonctionnement de l'entièreté de notre bâtiment, y compris le sol environnant, et vous allez arriver à une conclusion après ce diagnostic en disant, bon, j'ai un mur fragile, mais il n'a aucune raison de s'humidifier. Donc, bah, je dirais, les 5 bulles précédentes suffisent. Ou vous pouvez arriver à la conclusion, ah, j'ai un mur fragile et en plus, j'ai fait le point et j'ai vu qu'il risquait de s'humidifier. D'accord? Donc là, vous voyez qu'on est dans une situation un peu embarrassante. On a un mur sensible à l'eau,
et il risque de s'humidifier, eh bien là, je ne vois plus que deux solutions techniques potentiellement possibles, la piste de la continuité capillaire et de la double cloison isolante, que je vais présenter très rapidement parce que j'ai vu l'heure. Donc là, c'était en fonction du timing. Je prenais 10 minutes, un quart d'heure pour les présenter ou 5 minutes. Je vais prendre l'option 5 minutes. Par rapport à ça, on pourra y revenir dans l'échange par rapport à ça, mais enregistrer que dans le PDF, il y aura la version longue avec plein d'exemples, des exemples par rapport à ça. Donc, mais déjà, pourquoi un mur sensible après réhabilitation pourrait s'humidifier, encore s'humidifier? Eh bien, c'est si par hasard je n'ai pas la possibilité, pour des raisons généralement patrimoniales dont j'ai parlé tout à l'heure, de protéger suffisamment de la pluie la façade la plus battante, mais ça ne concerne qu'une des quatre façades. D'accord? Ça peut être aussi parce que j'ai des remontées capillaires et j'ai eu beau faire tout ce que je pouvais, il y a encore un petit peu de remontée capillaire après. D'accord? Et ça peut être la situation la plus importante en nombre, en pourcentage, c'est ben, simplement j'ai un mur sensible, mais je l'isole par l'intérieur. D'accord? Qui dit isolation intérieure dit mur froid. Qui dit mur froid dit mur qui s'humidifie l'hiver du fait du point de rosée. D'accord? Donc vous avez ces trois situations-là. Donc la version rapide que j'actionne là, donc je reviens là-dessus, et dans, vous avez deux solutions, les deux solutions que je viens de citer, l'isolation capillaire et la double cloison isolante. Alors l'isolation capillaire, vous avez soit des solutions qui utilisent des isolants thermiques mis sur le marché, d'accord? Donc soit c'est des panneaux qui sont mis sur le marché parce qu'ils sont très capillaires, c'est-à-dire que des panneaux isolants qui se collent sur le mur et qui permettent, comme s'il n'y avait pas d'isolant, comme avant, je dirais, à l'humidité du mur de rejoindre le parement intérieur ou extérieur pour que le mur sèche facilement, d'accord? Aussi facilement qu'avant. Donc ça, c'est soit le multipore, le tectème, le calcitherme. En tout cas, moi, j'ai trouvé trois matériaux qui sont mis sur le marché spécifiquement pour ça. Et puis, vous avez aussi la ouate de cellulose qui est mise en œuvre et qui est, parce qu'elle est très capillaire, elle permet cet assèchement. Vous avez aussi des solutions de plus de maçons. C'est soit le chaud chanvre ou mieux le chanvre-terre, mieux d'un point de vue environnemental et par rapport voilà, par rapport au bilan global, ou bien des enduits isolants. D'accord? Donc, simplement un warning par rapport à ces solutions-là, hein. Euh, la solution béton de chanvre, donc avec la Chunvote ou la ouate de cellulose, là c'est du végétal. Attention, si vous avez des remontées capillaires, ça ne fait pas le job. Si vous êtes en train d'isoler par l'intérieur une façade la plus battante qui n'est pas bien protégée, vous ne faites pas avec ces matériaux-là, je dirais. Mais les retours d'expérience qu'on a à 60 ans pour la ouate de cellulose, en France et plus de 35 ans, plus de 30 ans pour le béton de chambre, ben, a priori, si le mur il est simplement humide parce qu'il est isolé par l'intérieur, ça fait le job. Et puis la double cloison isolante, ben, c'est simplement une cloison qui est décollée du mur et l'espace entre mur et complexe isolant, cloison isolante, est ventilé sur l'extérieur. Donc, elle est définie jusqu'en 2008 dans le DTU 20.1 sous le terme de cloison de doublage avec lame d'air ventilée. Maintenant, dans le DTU, je dirais, elle correspond au mur de type 3. Alors, simplement, l'attention que je mettais là sur les isolants sensibles à l'eau, donc voilà ce que je note, hein. Attention, comme la grande majorité des isolants, comme le minéral par exemple, les solutions ouate de cellulose et béton de chambre ne peuvent être mises en œuvre sur des bas de murs ayant des remontées capillaires, sur des murs ayant des infiltrations d'eau ou sur des façades insuffisamment protégées de la pluie. Voilà, ça semble une évidence, mais bon, je le rappelle quand même. En conclusion, mur ancien, humidité, les principaux points d'attention, parfaire la protection à la pluie et limiter, voire stopper les remontées capillaires. Et puis choisir, dans toutes les techniques, tous les matériaux qui existent, une isolation compatible avec le type de mur, avec le type de sollicitation. Vis-à-vis de la vapeur d'eau, vous ventilez, et ventilez
vérifier l'effectivité du renouvellement de l'air intérieur, je vais y arriver, limiter l'entrée de la vapeur d'eau dans le mur. Donc, pour l'ITI, pose d'une étanchéité à l'air côté chaud du mur. Il faut quand même permettre un assèchement du mur côté extérieur. Donc, il faut éviter les enduits ciment en cas d'ITI. Il faut éviter le polystyrène en cas d'ITE. Et il faut permettre un assèchement côté intérieur, donc éviter les isolants fermés à la vapeur, type polystyrène, et préférer les membranes hygrovariables ou la membrane à orienter. Pour aller plus loin, je vous laisserai regarder ça. En tout cas, vous avez plein de ressources et vous voyez partout où il y a un T vert, les ressources sont téléchargeables. Voilà. Donc, plein de ressources sur le sujet humidité. Si vous voulez en savoir plus, il y a cette possibilité-là. Sur le bâti ancien, plein de ressources, dont entre autres le site Créba, qui est vraiment le... Voilà, s'il n'existait pas, il faudrait l'inventer. Il existe, profitons-en. C'est l'argent, c'est l'État qui a mis de l'argent pour qu'il y ait un site internet qui regroupe toutes les informations intéressantes sur le bâti ancien. Je cite aussi Maison Paysanne de France, qui fait partie de la dynamique Créba aussi. Donc, je fais partie de Maison Paysanne de France, donc j'en profite pour glisser une petite pub par rapport à ça. Et puis aussi un gros travail que fait Effinergie sur la performance énergétique du bâti patrimonial. Une deuxième diapo, une troisième diapo sur le bâti ancien ou patrimonial, et j'arrive à cette conclusion. Même s'il reste encore quelques questions sur les sujets humidité et bâti ancien, on ne peut plus dire on ne sait pas. Juste, je ne sais pas. Voilà, donc ouvertement, c'est le cas, hein. Moi qui suis le sujet depuis 35 ans, puisque ça fait 35 ans que je bosse dans le bâtiment, même un peine plus, mais j'ose pas être trop précis. Ouvertement, voilà, il y a 90% des questions qu'on se posait il y a 35 ans, on a réponse. Le monde scientifique a fait des recherches, on a bossé, disons, il y a le ministère a financé, l'ADEME a financé, le CSTB a travaillé, etc., le CEREMA a travaillé. Grosso modo, bien qu'on ait encore quelques questions, je dirais, on a réponse à la grande majorité des questions qu'on se posait. Une petite diapo pub, entre autres pour les formations, pour le MOOC, pour mon profil LinkedIn, pour mes bouquins et pour le site sur lequel je renseigne avec d'autres les informations qu'on a glanées dans le travail de veille technique et méthodologique qu'on fait. Et puis là, merci de votre attention et place aux échanges. Je suis tout attentif pour échanger. Donc là, voilà, on a 35 minutes d'échange possible. Merci de votre écoute. Merci Samuel. Pour information, je t'ai envoyé les questions par mail, mais je vais te les transférer au fur et à mesure. Donc, il y a eu beaucoup de questions. Merci pour votre Ok, intérêt. super. Euh, alors, ben, je rebondis sur la dernière. Vous n'évoquez pas de solution d'enduit type diatonite. Qu'en pensez-vous? Alors, en fait, j'ai parlé dans les solutions de maçon, j'ai dit qu'il y avait des enduits légers, des isolants, des bétons légers, me semble-t-il. Et j'ai pris l'exemple du chanvre chaud ou chanvre terre, et qu'il y avait des enduits isolants. Donc ça fait partie de ces solutions-là. Voilà. Donc j'ai pas cité, mais j'ai dit que dans la dernière partie, j'allais assez vite, mais dans ce que vous visiterez de la dernière partie, il y a une diapo qui présente les enduits isolants. D'accord? Donc dans les solutions, hein, moi j'ai présenté ça, donc j'ai simplement cité ici solution de maçon, projection de béton léger ou d'enduit isolant. D'accord? Et on trouve ici, voilà, j'ai pas pu ouvrir toutes les diapos. En fait, voilà, j'ai envie de vous en laisser plus que ce que je pouvais présenter en 45 minutes. Donc là, vous avez des solutions et vous avez entre autres la solution diatonite évolution qui fait partie des 10 enduits isolants que j'ai vus sur le marché français. Merci. Que faire quand les joints chauds, mais aussi la pierre s'effritent? Faut-il enduire complètement le mur pour protéger la pierre? Alors, déjà, il faut chercher à comprendre pourquoi. D'accord?
Parce que si vraiment il y a des grosses erreurs qui font que le parement extérieur est très humide et souffre du gel, je dirais votre enduit à la chaux il va pas être pérenne. D'accord? Donc il faut déjà comprendre pourquoi, d'accord? Et remédier de telle façon à ce que la partie externe du mur soit moins sollicitée. Mais ouvertement, si vous avez une pierre qui, qui a commencé à geler, à s'effriter, à perdre sa peau, et les joints qui ont commencé à tomber, il y a de grandes chances que la bonne solution soit, en plus de corriger le pourquoi votre extérieur de mur était trop humide, faire un enduit est hyper séduisant parce que ça va protéger votre mur et en même temps, ça va le cacher. Si votre pierre est abîmée, je dirais, elle n'est pas très jolie, donc ça va le cacher. Et je me souviens d'un échange que j'ai eu il y a plus de 30 ans avec mon ami Jean-Pierre Oliva, avec qui j'ai écrit mes bouquins, qui est décédé depuis. On se disait, mais quand est-ce que la mode de cette pierre apparente va passer? Voilà. Il y a certains bâtiments qui sont faits pour avoir une pierre apparente, mais peu par rapport à ce que veulent les gens. D'accord? En tout cas, enregistré qu'un mur enduit est mieux protégé et sèche plus facilement qu'un mur avec des joints, euh, des pierres apparentes. Alors, il y a deux questions qui ont évoqué le même sujet à propos des solutions type mur Protec. Vous dites qu'il est nécessaire d'assécher les fondations dès que possible, mais sachant que 50% du territoire est sur de l'argile gonflante, comment concilier le fait de devoir garder l'humidité dans le sol et conserver un mur sec? Alors, euh, quand je parlais de solutions techniques pour faire que le sol ne soit pas humide, je ne faisais pas forcément référence à des solutions qui assèchent le sol sous les murs. D'accord? La majorité des murs anciens n'ont pas de fondation et c'est une excroissance du bas de mur qui, de fait de la masse du mur, impose une pression et vous avez ce qu'on appelle un bulbe de compression qui sert de base du mur. Et le problème qu'on a, entre autres, de fissures dues aux argiles gonflantes, donc on parle de retrait RGA, retrait gonflement des argiles, effectivement, quand on veut gérer les remontées capillaires, il ne faut pas aller trop bas, faut pas aller de manière trop radicale, d'accord, par rapport à ça. Donc, la question me fait penser à cette remarque-là que j'aurais pu présenter en cours. Après, vous avez plein de techniques et celle que vous avez citée, ça fait partie d'une des techniques que j'ai amené dans la diapo ici, hein. Hop, non, c'est celle-ci, c'est celle-ci, c'est celle-ci. Voilà. Ouais, c'est la diapo ici, d'accord? Voilà, ça fait partie des techniques. Si le diagnostic est bien fait, alors tous les experts n'ont pas le même avis sur ces interventions d'entreprises spécialisées voilà, qui proposent soit des systèmes d'assèchement électronique, soit des systèmes d'osmose inverse, soit des systèmes d'injection de résine. Il y a, on va dire, un tiers des experts du sujet humidité dans le bâtiment qui disent que ça ne sert à rien dans le meilleur des cas et ça augmente le mal dans la majorité des cas. J'ai pas cet avis-là. Je suis le sujet humidité dans les parois depuis le début. Moi, j'ai l'impression que si ces boîtes-là, si elles sont sérieuses, si elles font un bon diagnostic, si elles proposent une solution adaptée au diagnostic, bah, je dirais ça marche. Et en tout cas, ça ne dérange en rien. Là, ça n'assèche pas le sol qui est en dessous des murs. Ça ne va pas intervenir là-dessus à ma connaissance, en tout cas, j'ai pas du tout de retour négatif, si ce n'est de boîtes pas sérieuses qui ont mal fait le diagnostic ou une mauvaise préconisation, mais c'est plutôt rare par rapport à ça. Donc j'ai l'impression que les boîtes qui proposent des solutions sont en général sérieuses et ces solutions opportunes, mais j'ai avoué tout à l'heure qu'une partie des experts qui sont pas moins compétentes que moi, euh, ont un avis contraire sur ces techniques. Donc c'est un problème. C'est un problème. J'ai avoué tout à l'heure que quelques questions subsistaient. L'avis à avoir sur ces techniques, dont a parlé Aurélie, dont a nommé une des nombreuses marques, je dirais l'avis à avoir. Il n'y a pas un consensus des experts là-dessus.
moi, ouvertement, j'ai des retours positifs quand le travail est bien fait. Merci. Quid de l'isolation d'un mur en pisé? Intérieur, extérieur, quelle règle adopter? Mais je dirais, le mur en pisé, il fait partie des murs fragiles, donc on est là. Voilà, c'est-à-dire que les 5 invitations précédentes sont à prendre, parce c'est un mur ancien, donc il faut l'appréhender avec attention, sauf que c'est un mur ancien, mais sensible, fragile à l'eau. D'accord? Donc, en ITE, il n'y a pas tellement de stress à avoir, euh, sauf s'il y a des remontées capillaires. S'il y a des remontées capillaires, là, ça pose problème sur un mur ancien, hein, sur un mur en pisé. D'accord? Il faut en aucun cas que les remontées capillaires atteignent la partie en pisé. D'accord? Mais en ITE, c'est assez simple, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'attention particulière à part les 5 bulles précédentes. D'accord? En ITI, bah, je dirais, moi, je ne me permettrai qu'une des deux pistes-là, soit la piste continuité capillaire, soit la piste de la double cloison isolante. Parce que je ne veux pas prendre le risque de voir un mur qui s'humidifie trop. Donc là, hein, je reviens là-dessus, hein, sur ces solutions-là. Donc le mur en pisé faisant partie des murs fragiles, sensibles à l'eau, d'accord? Eh bien, pour moi, il y a le nombre de solutions. Voilà. Et la photo tout à l'heure du mur en pisé qui s'était cassé la figure, effectivement, la solution d'une isolation intérieure en laine minérale sans étanchéité à l'air côté intérieur, bah, non, pour moi, elle ne fait pas partie des solutions adaptées. Est-ce que vous travaillez avec les ABF sur les solutions pour préserver les pierres d'angle génoises tout en isolant correctement? Alors, moi, je bosse, je suis en contact régulier avec les ABF, euh, entre autres via Effinergie, le label Effinergie Patrimoine, donc là où il y a des architectes du patrimoine et des représentants des architectes des bâtiments de France. Donc, je dirais, on parle technique un peu en parallèle des objets, des réunions qui nous font nous croiser. Sinon, je croise les ABF. J'ai une formation qui tourne avec le CAUE du Var sur la réhabilitation des centres anciens, où, avec le CAUE, on a demandé à ce qu'une ABF intervienne la première matinée d'une formation de 2 jours. On parle technique, oui, mais ça fait partie, je dirais, en tout cas, les acteurs qui ont ma compétence, et je suis loin d'être le seul, je dirais, à avoir une connaissance fine du bâti ancien, je dirais, on est un petit milieu, hein, les acteurs du bâti ancien et du patrimoine, on se croise et on se connaît. Donc, régulièrement, je croise des ABF et j'échange avec eux sur ces sujets-là. Mais effectivement, là, dans la question, il est cité des éléments qui sont sur la façade, donc, la partie du mur la plus sollicitée, hein. La partie du mur ancien la plus sollicitée, c'est la partie externe, parce qu'elle potentiellement elle prend la pluie, et l'hiver c'est la plus froide, donc elle se charge du fait du point de rosée. Ok, merci. À partir de quand un mur brique peut être considéré comme ancien? Et du coup, il y a une seconde question qui est un peu liée. Donc alors, on dit que les murs anciens doivent être secs, mais pas complètement. Ils doivent garder l'humidité pour garder leur solidité. C'est contraire au principe d'assèchement. Qu'en pensez-vous? Alors, quand je parle d'assèchement, quand j'ai parlé plusieurs fois d'assèchement, on ne force pas la donne, hein. Voilà, donc votre mur, il n'arrive pas à 0 ou 1% de taux d'humidité. Et il s'équilibre avec l'ambiance. D'accord? Ce qu'on veut, c'est. Voilà. Donc, déjà, quand j'ai parlé d'assèchement, ce n'est pas un assèchement forcé par rapport à ça. Après, le mur ancien, si on prend par exemple le pisé, dont la résistance mécanique est bien connue en fonction de son taux d'humidité, effectivement, il n'a pas une résistance mécanique maximum lorsqu'il est complètement sec, d'accord? Mais il a quand même une forte résistance mécanique quand il est complètement sec. Et l'est-il
est-il quelquefois dans l'année complètement sec? La réalisée est non. C'est-à-dire que, grosso modo, les murs anciens, ils sont on va parler de la France métropolitaine. D'accord? Sous climat de la France métropolitaine, les murs ne sont jamais suffisamment secs pour perdre de leur résistance mécanique due à un taux d'humidité trop faible. D'accord? La problématique, c'est s'ils se chargent de flotte. Par rapport à la première question, la première partie de ta question, Aurélie, un mur brique, ben, ça dépend de la région. Moi, je me souviens d'un échange il y a une quinzaine d'années avec un élu de la région Nord-Pas-de-Calais à l'époque, donc Hauts-de-France maintenant, Emmanuel Co, qui était élu régional et qui s'intéressait à tout ce qui était efficacité énergétique de son. Ils étaient très dynamiques par rapport à ça. Et il me demandait la définition du bâti ancien. Et je lui donne la définition officielle, on va dire. Il y a deux définitions officielles. C'est soit du bâti d'avant 1948, soit du bâti fait avec euh, les matériaux autres que les parpaings de béton, le béton armé, les briques cuites contemporaines. Voilà. Et lui m'a dit, bah, écoutez, ou écoute Samuel, je ne sais pas si vous voyez ou me tutoyez, peu importe. Il me dit, mais moi, mes cités ouvrières, euh, cités minières dans le Nord, et c'est pas du bâti ancien. Hein, parce qu'ils avaient de l'énergie et que les briques, leurs briques étaient très cuites. D'accord? Et elles dataient de la fin du 19e. Donc, pour la brique, c'est pas l'âge, c'est en fait le type de cuisson, le type de terre et le type de cuisson, d'accord? Et qui rend une brique plus ou moins absorbante. Et plus elle est cuite, plus elle est récente, moins elle est absorbante d'une manière générale. D'accord? Parce qu'on a fiabilisé ça, mais on peut avoir dans certaines régions une brique qui a 150 ans et qui est aussi robuste qu'une brique contemporaine. Merci. Une question sur la diapo 27. Ouais. Quid de la membrane d'étanchéité dans les climats intérieurs humides, comme une salle de bain, par exemple, donc zone 2 ou 3, précisé. Voilà, la 26 ou la 27 par rapport à ça. Eh bien, on va. Alors, les zones humides, les pièces humides. Alors, la salle de bain dans le résidentiel, ça pose pas de problème. D'accord? Sauf si vous me dites que vous avez 12 enfants et qu'ils passent une demi-heure chacun dans la salle de bain à prendre une douche le matin. Où là, on va pas être dans une situation d'une salle de bain de logement, mais plus dans un coin douche d'un gymnase. D'accord? Et les parois des vestiaires d'un gymnase, on les fabrique comme les parois d'une salle de bain de bâtiment. Voilà. Simplement, la VMC est adaptée, le système de renouvellement est adapté à ça. Donc, je dirais, quand on prend sa douche, effectivement, euh, le mur s'humidifie plutôt plus et la membrane, si c'est une membrane hygrovariable, elle s'ouvre un peu, sauf que on prend sa douche rarement plus de deux fois d'une ou deux fois par jour et on est rarement 5 ou 10 dans l'appartement à prendre une douche et je dirais 5 ou 10 minutes après avoir pris la douche, l'air est de nouveau revenu à un taux. Voilà. Donc, on n'est pas là dans une situation particulière, d'accord? Il y a des situations particulières. Pareil pour la cuisine. Je dirais, la cuisine collective est à gérer de manière spécifique. Et comme j'ai dit, l'espace sanitaire, le bloc sanitaire d'un gymnase ou d'un internat est à appréhender de manière spécifique, pas sur le type de mur, mais sur le type de ventilation qui va être calé là, non pas pour renouveler l'air vis-à-vis du CO2, mais pour renouveler l'air vis-à-vis des risques d'humidification. Donc on n'est pas dans une situation à risque. Euh, alors, une question sur le béton cellulaire.
Ouais. Comment se comporte le béton cellulaire dans le temps en termes d'humidité dans une situation de surélévation de maison? Que peut-on prévoir pour un chaînage optimal? Pour un chaînage, Chaînage optimal. alors, bon, je ne vais pas rentrer sur les sujets structurels, parce que là, c'est renseigné clairement dans les docs techniques. Je dirais quel nombre d'étages je peux rajouter sur un bâtiment en béton cellulaire. Donc ça, c'est clairement renseigné dans les docs techniques qui accompagnent le béton cellulaire. Et pour revenir au sujet humidité, le béton cellulaire ne fait pas partie des matériaux particulièrement sensibles à partir du moment où j'ai fait la bonne finition intérieure et la bonne finition extérieure par rapport à ça. Et la bonne protection en bas de mur pour ne pas avoir de remontée capillaire. Parce que le béton cellulaire est assez capillaire, donc si jamais vous n'avez pas de remontée capillaire, bah, je dirais le mur va pomper la flotte. Voilà, donc il y a simplement une attention, mais ça on le sait, c'est codifié clairement dans les documents qui accompagnent la mise en œuvre du béton cellulaire. Donc c'est pas un matériau particulièrement sensible à l'eau et je ne connais pas de dégâts particuliers sur du patrimoine en béton cellulaire si il a été correctement monté. Merci. Que préconisez-vous pour traiter les murs en pierre enterrés, humides, qu'ils soient isolés ou non? Alors, là, je dirais, je reviens facilement à cette... hop. Hop, 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 hop. Donc, est-ce que tu peux reposer la question là et Oui. aider de ça? Je vais m'aider de ça pour rappeler la chose. Que préconisez-vous pour traiter les murs en pierre enterrés, humides, qu'ils soient isolés ou non? Les Alors, murs en pierre enterrés qui ont des soucis d'humidité. déjà, humide, ça veut dire quoi? Euh, et est-ce que c'est normalement humide ou anormalement humide? D'accord? Parce que là, vous avez à gauche la coupe d'un bas de mur. Le sol n'est jamais complètement sec, donc de fait, il est humide. D'accord? Mais est-ce qu'il trempe dans la flotte ou pas? Mais ce que j'ai dit tout à l'heure, je dirais, si j'ai un sol qui est très humide, il faut que je comprenne le pourquoi. Donc, je vais déjà tout faire, et c'est le premier alinéa, c'est pour ça que j'ai retrouvé cette bulle, j'ai remis cette bulle-là. Si j'ai un bas de mur humide, il faut que je vois pourquoi il est aussi humide que ça. D'accord? Et des fois, on a besoin de creuser pour faire une tranchée filtrante, pour refaire une protection du mur avec des éléments qui le ventilent sur l'extérieur et qui empêchent l'infiltration. Donc là, c'est du savoir du maçon par rapport à la protection d'un mur, d'un bas de mur, mais il n'y a pas de... Il n'y a rien de... Ouais, j'ai l'impression d'avoir estimé la situation tout à l'heure, donc j'ai pas grand-chose de plus à ramener que ce que j'ai présenté lorsque j'ai présenté cette bulle-là. Il faut comprendre pourquoi le sol est si humide, pourquoi le mur est si humide, d'accord? Et remédier pour qu'il le soit moins. Surtout s'il y a un problème, parce que si le mur est humide, mais qu'il a toujours été comme ça et qu'il est fait avec des matériaux qui ne sont pas sensibles du tout, peut-être que c'est la situation normale, mais ouvertement, je l'ai dit tout à l'heure, dans la situation normale, dans le bâti ancien, ben, généralement, on gérait le pourtour du bâtiment pour que le mur n'ait pas vraiment ses pieds dans la flotte, quoi. Merci. Il y a une question pas très loin sur la diapo 31. Cela veut-il dire que la double cloison isolante est non conforme au DTU? La 31, c'est celle-ci. Non, 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 simplement. Alors, ça nous lancerait sur qu'est-ce qui est conforme, qu'est-ce qui n'est pas conforme. Je dirais, avant, le DTU était hyper explicite, c'est-à-dire qu'il la nommait. Il la nommait et il y avait un chapitre particulier qui disait, voilà, la cloison, elle s'appelle cloison de doublage avec lame d'air continue, et voici comme il faut la faire. D'accord? Voilà. Maintenant, ça fait partie, il y a plus de chapitre spécifique, ça fait partie maintenant d'un paragraphe, d'un article générique sur le mur de type 3. Voilà. Donc, on est dans le DTU. euh, voilà, on est dans le DTU puisqu'elle est citée, mais plus nommée spécifiquement.
Une question un peu générale. Quel risque y a-t-il lors de la pose d'aérateur dans les fondations des murs très humides? Alors, moi, je sais pas ce que la personne qui a posé la question a en tête quand elle parle d'aérateur. Moi, j'ai présenté, lorsqu'on a parlé des remontées capillaires, j'ai cité les principales là, et j'ai vu ça en Suisse, mais j'ai plus vu des articles que des vraies situations. Il y a des personnes qui chauffent les murs. C'est c'est stupide. Voilà, il y a plein d'autres solutions. Et d'un point de vue énergétique, j'irais aller chauffer un mur humide qui est isolé par l'intérieur, le chauffer pour qu'il s'assèche. Je dirais, a priori, s'il y a une autre solution, j'apprends, hein. Voilà. Donc, est-ce que c'est ça que la personne a en tête, ou est-ce que la personne a en tête les siphons atmosphériques? C'est-à-dire, on avait des espèces au début, c'était de la terre cuite, de la poterie. Donc, on creusait le mur et on mettait, c'était une façon de mettre le cœur du mur en lien avec l'air extérieur qui était généralement beaucoup plus sec que le cœur du mur, puisqu'on part du principe que le mur était humide. Voilà. Ça, c'est la solution des siphons atmosphériques. C'est une solution qui est plutôt abandonnée, parce qu'elle est moins efficace que les autres, est rarement nécessaire, et quand elle est nécessaire, elle est moins efficace que les autres, donc c'est plutôt euh, une solution qui est abandonnée. Voilà. Donc si l'aérateur, c'est ce que j'appelle moi siphon atmosphérique, bah, j'ai l'impression que c'est une solution qu'on a tendance à oublier maintenant par manque de- de- d'efficacité. Surtout qu'on a plein d'autres pistes. Merci. Comment éviter de générer un problème d'humidité dans les murs lorsque l'on fait du frontage, donc de la désimperméabilisation d'une rue pour végétaliser en pied de mur? Y a-t-il des éléments à prévoir au-delà de la gestion du profil d'eau sur la voie? Mais déjà, est-ce que la rue passe de tout minéral à- à complètement percolante, ou pas? Après, faut voir comment on gère quand il pleut beaucoup. Donc, est-ce qu'on a quelque part une espèce de tranchée centrale qui prend le trop plein quand il pleut beaucoup? Donc, effectivement, faut réfléchir. Parce que le fait d'avoir des trottoirs ou une route en bitume qui va jusqu'au mur, ça a des inconvénients, mais aussi des avantages. Hein, si vous n'avez pas la contrepente de tout à l'heure qui fait que toute la flotte va dans le mur, je dirais que c'est plutôt un avantage de vouloir collecter la pluie et de l'envoyer plus loin. D'accord? Donc ça, c'est vraiment une étude spécifique en fonction de la largeur de la rue, du type de végétaux qui va être mis en place. Donc c'est une étude spécifique pour ne pas trop humidifier les murs, et éventuellement, on va dans certains cas avoir besoin de faire une protection spécifique des murs, qui n'était pas forcément de la partie enterrée du mur, d'accord, avec tranchée filtrante ou une nappe drainante. C'est-à-dire il y a peut-être, c'est peut-être une évolution de la voie qui va nécessiter, et là il faut une étude spécifique pour l'estimer, nécessiter une protection particulière de la partie enterrée du mur. Merci. Une question donc sur les murs en pisé. Le doublage en placo sans isolation pose-t-il problème sur un mur en pisé? Je dirais oui parce que je m'imagine propriétaire d'une maison en pisé et un professionnel du bâtiment qui me dit je vais la doubler en placo. Donc là, je perds beaucoup de l'inertie du mur parce que je suis plus en contact avec la masse. Je perds de l'esthétique, et je gagne quelque chose qui me fait croire que je suis dans un bâtiment contemporain avec un mur tout droit, tout blanc, quoi. Donc, je, je, je vois pas l'intérêt. D'accord? Je vois pas l'intérêt, et le risque, c'est éventuellement que si vous cachez le truc, donc si jamais le mur est humide, vous le voyez plus, hein. Voilà. Donc,
je vois pas l'intérêt. Soit mon mur en pisé, pour X raisons, je le laisse en l'état. Moi, je conseillerais, dans le cas d'une réhabilitation, de faire une isolation. Donc là, on sait pourquoi on fait une isolation, hein. C'est pour limiter les déperditions. Donc sur le mur empisé, je dirais tous les murs gagnent à être isolés d'un mur empisé, sauf éventuellement certains murs qui sont plein sud et arrosés de soleil. D'accord? Donc là, on peut se poser la question. Mais sur le mur empisé, l'ITE, l'isolation par l'extérieur, est quand même plus adaptée. Et si vous voulez une ITI, il y a des solutions, on en a parlé. Mais doublé avec du placo, on a l'inconvénient du placo et on perd des avantages du pisé. Donc je ne vois pas l'intérêt. En tout cas, par rapport à la problématique de l'eau, la vapeur d'eau, ça ne change pas grand-chose que de doubler en placo ou pas doubler ou laisser le mur en pisé comme ça. Et ça nous éloigne visuellement du mur empisé, donc d'éventuels désordres qu'il a. Potentiellement, ça cache les risques. Et si votre mur empisé il dysfonctionne, avant de poser votre placo, ben là, c'est un risque, parce que ça va rien résoudre, et vous ne verrez plus forcément que votre mur dysfonctionne. Voilà. Donc, vous ne serez pas à même de réagir si ça déconne vraiment. Merci Samuel. On se rapproche de 14 heures. Donc je vous propose que pour les questions auxquelles Samuel n'a pas pu répondre, que vous alliez les reposer dans le forum. Donc on vous transmettra le lien semaine prochaine. Donc semaine prochaine, vous aurez le lien vers le replay. Vous aurez le support de Samuel avec les différents liens qu'il a pu présenter et le lien vers le forum dans lequel vous pourrez poser l'ensemble des questions auxquelles on n'a pas pu répondre aujourd'hui. Encore une fois, merci pour votre intérêt pour le sujet. Merci Samuel pour ta présentation. Et donc, au plaisir de prochains échanges sur les différents sujets en lien avec la transition énergétique. En tout cas, vous avez été courageux. Je vois que à, à la fin du temps réglementaire, je ne sais pas s'il y a des prolongations, à la fin du temps réglementaire, il y a encore presque 400 personnes. Donc, merci en tout cas de votre présence et d'avoir tenu le temps. Ok, donc en tout cas, au plaisir de vous voir sur le forum pour poursuivre ces échanges-là. Et puis n'hésitez pas à faire de la pub si vous connaissez des gens qui peuvent être intéressés, qui n'étaient pas au courant, hein. Voilà, on peut l'avoir en replay. Et les diapos que j'ai présentés, et plus, puisque j'ai présenté une diapo que je n'avais pas présentée dans la présentation originelle, seront téléchargeables, voilà, utilisables par les uns les autres pour expliquer à vos collègues en disant, si, si, regarde, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne, voilà. Allez, bah, bonne fin de journée, bonne fin de semaine, bonne fin de Au printemps. revoir. Au revoir. Bonne journée à tous et à toutes. Au revoir.